Le général Hervé Gobillard, qui vous est proche, peut être fier de cette pépite, votre section. Il déclare: il vient d'être élu à la présidence de la Société de Presse. Nous recevons à l'Union des femmes décorées de la Légion d'honneur quelques semaines après. Et si nous considérions notre décoration comme un simple début, rendons ce pourquoi nous avons été décorés. Rendons aux légionnaires, à nos aînés, nos grands aînés, malades, isolés, aux demoiselles des châteaux du Var et de Saint-Denis, car il y a des situations familiales extrêmement dramatiques, blessées, des situations qui se dégradent et dorées. Et puis, rendons aux membres de notre comité, par notre présence, notre vigilance, pas seulement au moment du petit four, donnons, et pas seulement dans les moments difficiles. Madame la Présidente, chère Françoise Bouteiller, vous avez depuis plus de 7 décennies contribué à toutes les étapes de l'histoire des femmes. Notre rencontre, 40 ans tout de même, et je vous accompagne avec amis, alliés, pour réaliser vos grands projets. Un congrès mondial des conseils nationaux féminins en 1994, 60 ans après qu'il y en ait eu un à Paris en 1934. Et cette année 1934 avait été marquée pour le Conseil des femmes françaises par Marie Curie, prix Nobel. Alors pour la première fois, la France reçoit, pour vous, voilà, 1995, Françoise veut créer le Conseil des femmes francophones. Elle veut toujours à l'international. Et donc présidente fondatrice, avec notre amie proche, puisque la francophonie lui est chère, la princesse Lala Fatima Zora, présidente des femmes marocaines. En 1995, à la demande des historiennes, on nous demande de faire revivre l'association des femmes décorées de la Légion d'honneur qui avait été créée en 1938 et disparue en 1940. Il y avait 2 femmes commandeurs en 1939, Jeanne Lanvin et Madame de Noailles. Voilà. Votre accès privilégié aux archives, un vrai trésor, nous a permis de faire renaître cette union, mais elle est internationale, avec vous forcément. Elle est datée d'octobre 2001. Pourquoi 2001? Parce que c'est le centenaire de la fameuse loi de 1901 que nous connaissons tous. Et puis, un point très fort, c'est que le Conseil national des femmes porte le numéro 4 des associations de 1901. Et c'est le centenaire qu'on a fait revivre. Et ça, on va mettre la Légion d'honneur. Votre goût de l'histoire, votre curiosité, votre envie avec la racine ici, à Montpellier, la première université mondiale créée en 1881. Madame Luce a l'illustration. L'étudiante Françoise Sicard porte la faluche d'étudiante en lettres. Elle est jaune, c'est la faluche Rabelais. Et par-delà les Pyrénées arrive ce message du poète andalou Antonio Machado, voyageur. Il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Sous-entendu, c'est notre chemin. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est la soupe. Votre chemin, Il a coupé. François, Daniel. Et toi, Jacques, ça va bien. Elle va t'approcher. Mesdames, messieurs, micro, je suis petite, vous savez, moi. Je suis méridionale. Merci. Lorsque, chargée de mission à la grande chancellerie de la Légion d'honneur, à l'époque, en 1962,
À l'époque où le général de Gaulle entendait rendre son prestige à notre premier ordre national en le réservant aux mérites éminents, créant ensuite pour les mérites distingués l'ordre national du mérite, je n'imaginais pas qu'un jour j'aurais l'honneur de remettre cette décoration au grade d'officier à une compatriote ayant rendu justement des services éminents et dont les racines plongent en cette terre méridionale à laquelle nous sommes l'une et l'autre tellement attachés. La personnalité de Daniel Aben peut être résumée en un seul mot, hyperactivité. Mais une hyperactivité pondérée et méthodique qui a rendu son action efficace. Femme de cœur, elle se met au service de la solidarité avec les anciens, l'éducation des jeunes, la mémoire de la nation. Je passerai sous silence les diplômes multiples académiques et professionnels qu'elle possède, car ils sont trop nombreux. Il est de règle pour la promotion de la Légion d'honneur de ne prendre en considération que les services rendus depuis la nomination précédente. Je ne résiste pas cependant au plaisir de remonter un peu plus haut dans le passé de Daniel Aben, dans les années 93-99, où en tant que directrice générale adjointe du district de Montpellier, elle était en charge du financement des grands projets et notamment du tramway de Montpellier, qui est une merveille à l'heure actuelle. Or, moi, j'avais bien connu l'aïeul du tramway actuel, celui avec une grande perche, allant chercher son électricité sur un câble en l'air, passant tantôt à droite, tantôt à gauche, zigzagant sans arrêt. C'était une terreur pour la jeune conductrice que j'étais alors, avec mon permis de conduire tout neuf. Mais c'était un autre temps. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de Daniel Aben pour célébrer sa promotion au grade d'officier de la Légion d'honneur. En juillet, elle devint chevalier de la Légion d'honneur. Elle est alors à la direction de la culture de la communauté d'agglomération de Montpellier, en partenariat avec les grands acteurs culturels de l'agglomération dans les domaines de la musique, du cinéma, de la danse et du théâtre. Rien que ça. Elle est, de 2003 à 2005, chargée de cours du niveau de master en comptabilité et finances des collectivités territoriales à l'Université de Montpellier. Puis, une opportunité s'offre à elle, comme chargée de cours, avec le soutien de l'Agence de la francophonie, le master des collectivités locales ayant été délocalisé à l'université franco-libanaise de Tripoli, au Liban. Elle n'hésite pas. Loyale, fonceuse, confiante, Daniel Aben n'a jamais hésité à prendre des risques. Elle n'a jamais rechigné devant les tâches difficiles. Elle monte vite en responsabilité. Elle passe de 2004 à 2006 à la Direction générale du Pas-de-Calais comme conseillère technique, puis directrice du pôle de la stratégie départementale. Sète, Nîmes, Montpellier, Tripoli, le Pas-de-Calais, et ce n'est pas fini. Ses compétences et son expertise ayant pu être appréciées, qu'il s'agisse de stratégie, de finance ou de gestion des ressources humaines par des responsables d'entreprise, la mutuelle d'assurance des armées la sollicite en tant qu'expert extérieur du comité d'audit. Voilà, j'attends plus des hommes. À titre bénévole, Daniel Aben fut pendant 10 ans administratrice de l'association régionale de l'Institut des hautes études de la défense nationale, l'IHEDN, que tout le monde vénère et admire, puis en 2007 dans la Société d'entraide de la Légion d'honneur, d'abord secrétaire de section pour l'Hérault, chargée de la communication et des manifestations, avec le souci de rassembler, de rayonner, de communiquer. Rassembler, rayonner, communiquer, Daniel Aben y excelle.
tous les dimanches soirs, près de 700 personnes attendent et reçoivent l'information qu'elle diffuse sur la Légion d'honneur et la revue Century, dont elle est rédactrice en chef, est unanimement appréciée et que moi-même j'attends fébrilement chaque fois. Les jeunes, les apprentis en particulier, les étudiants sont de sa part l'objet d'une attention particulière. Quant au prix universitaire de la citoyenneté, il est le fruit d'un partenariat privilégié avec la grande école Supagro, qui est l'un des fleurons du panorama universitaire de Montpellier. Le simple fait qu'un tel partenariat puisse exister témoigne de l'estime dans laquelle la Société montpelliéraine de la Légion d'honneur est tenue. Il serait naïf d'imaginer que tout cela serait arrivé sans le travail opiniâtre de sa présidente Danielle Abel. Celle-ci est également membre très actif de l'Association des femmes décorées de la Légion d'honneur, qui désormais participe à toutes les cérémonies officielles de la région. En présence de toutes ces actions couronnées de succès, de cette efficacité extraordinaire, on s'interroge forcément sur les motivations qui les animent. Je crois en avoir trouvé l'explication, cher Daniel. Je l'emprunte à Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Au moment où celui-ci fait ses adieux, il revient vers le renard. « Adieu, dit le renard, voici mon secret, il est très simple, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. » Voilà. Her grandson. Her little grandson, Adam. I'll get out of the way, woman. As she's standing up. Danielle Abel, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, dignité officier de la Légion d'honneur. Merci. Chers amis, je suis très émue, vous pouvez le comprendre. Le 12 juin 1940, un général ennemi écrit à sa chère Lulu. « Très chère Lulu, ici la bataille est terminée. Un commandant de corps armé et 4 commandants de division se sont présentés à moi aujourd'hui sur la place de Saint-Valery.
Mon gourou va dire c'est bien qu'elle pleure. Se sont présentés à moi aujourd'hui sur la place de Saint-Valery, contraints par ma division à se rendre. Moment merveilleux. Et ce jour-là, dans les colonnes françaises, sur la dernière ligne droite qui mène à la mer, sur les hauteurs de la ville, se trouve un petit soldat de la France. Il appartient au 81e régiment d'infanterie. Soudain, la colonne est encerclée par des chars. Les braves soldats tirent avec leurs fusils sur les chars. Dérisoire, honteux, humiliant. Un soldat ennemi sort de la margelle de son char et dans un français impeccable demande à la colonne de se rendre. Se rendre? Le chef de peloton, oui, nous allons nous rendre. La troupe en déroute se regroupe autour d'un bosquet et le chef demande à ses soldats de détruire leurs armes. Oh, non, un soldat ne détruit pas son arme. Colère du chef, non seulement vous allez être prisonnier, mais en plus vous allez fournir des armes à l'ennemi. Obéissez. Et le petit soldat sort la culasse de son fusil et l'enterre dans le bosquet. La France était ridiculisée, vaincue, humiliée. Et, au sortir de la guerre, le petit soldat se fit le serment qu'il vivrait le restant de sa vie un homme libre et digne. Il n'eut que des filles. Mais il leur donna une éducation particulière. Je ne développe pas mon entreprise, je n'ai que des filles. Bien, construisez-vous avec ça. Et tous les ans, alors que ces filles pensaient faire du tourisme dans les belles régions de France, elles accomplissaient un parcours initiatique à travers l'histoire de la France, à travers la gloire de la France. Et pour la famille du petit soldat, tous les chemins ne menaient pas à Rome, ils menaient à Saint-Valery-en-Caux. Et immanquablement, sur la dernière ligne droite, la voiture s'arrêtait à tous les bosquets. Papa, les arbres ont poussé. Papa, les agriculteurs, ils ont labouré. Et on s'arrêtait quand même à tous les bosquets. On observait, on méditait, on attendait je ne sais quel miracle. Et le petit soldat a tellement marqué sa famille avec cet épisode honteux de la France vaincue que lorsque j'ai déménagé définitivement de ces terres meurtries du Nord, Jacques, mon mari, me proposa: pour notre dernier week-end, allons honorer ton père. Allons à Saint-Valery-en-Caux. Et sur la dernière ligne droite, devinez. Comme chaque fois que j'ai emprunté cette route, et Dieu sait si je l'ai empruntée, devinez, j'ai scruté tous les bosquets. Tous les bosquets. Les arbres avaient poussé, le paysage change, mais j'ai scruté tous les bosquets. Il y a une chose que je n'ai pas osé faire, je n'ai pas osé dire à Jacques, arrêtons la voiture. Et 20 plus tard, l'engagement social. Et ce sera par le plus grand des hasards que le président Gère m'accueille à la Société des membres de la Légion d'honneur. Le petit soldat m'avait inculqué que la liberté se défendait, l'égalité se pratiquait, la fraternité s'entretenait, se cultivait. Et ces trois valeurs sur lesquelles notre nation moderne s'était construite, grâce, devinez, il y avait encore un saint-homme, c'était un empereur, il a créé, oh c'est la première fois que je la touche, il a créé notre ordre. Et donc, ces valeurs étaient universelles, quel que soit le pays, quelles que soient nos racines terriennes, quelles que soient nos préférences spirituelles. Il serait atterré aujourd'hui, le petit soldat, je peux vous en assurer. Et je pense très sincèrement, chers amis, que cette magnifique récompense qui nous réunit ce soir est le résultat de l'énergie que j'ai développée pour diffuser et transmettre ces principes moraux auprès de la jeunesse, en leur donnant confiance en eux, en leur donnant de l'espoir, en leur donnant des rêves et des ambitions. C'est elle le garant de notre avenir, la jeunesse. Mais quelle tâche! J'ai toujours l'impression que nous dépensons beaucoup d'énergie pour un résultat, certes,
Mais je me demande en permanence s'il n'est pas dérisoire devant les désastres que nous vivons. Merci, mesdames et messieurs, d'être présents ici ce soir, de m'avoir entouré pour ce moment solennel. Je dois excuser monsieur le préfet, qui jusqu'à avant-hier avait prévu de venir. Et au dernier moment, en ce moment, il est en train d'accueillir le ministre Baillet. Donc voilà, monsieur le préfet n'est pas là. J'en profite pour vous signaler que nous avons eu la grande joie que Ferrou Victorin a été, sur le décret du 14 juillet, est nommé chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. Sa fidèle assistante est récompensée. Ça nous fait une grande joie et je suis sûre que tous les Montpelliérains la partagent. Merci, mesdames et messieurs les élus présents ce soir. Merci, chère Hélène Mandrou, qui a interrompu ses vacances. Il y a les amis, je dis les vrais et les autres. Hélène m'a répondu tout de suite, je suis en vacances, mais je descends. Chère Hélène, nous avons beaucoup travaillé ensemble. Ça fait très longtemps que nous travaillons ensemble. Mais ce soir, je voudrais vous remercier pour votre présence parce qu'en tant que marraine du 4e, combien de fois vous avez accompagné ce petit soldat qui est resté si longtemps le doyen du régiment. Et vous avez encore son épouse qui présente et qui veut participer avec vous à toutes ces fourragères. Mon fan club des Grincheux me reproche de faire trop de publicité pour nos élus. Mais oui, j'assume. Merci, messieurs et mesdames les élus. Merci, et messieurs, mesdames et messieurs, nos partenaires privés. Oui, merci pour votre générosité. Un jour, l'histoire jugera ceux qui se sont engagés auprès de la jeunesse et ceux qui n'y ont pas cru. J'en suis persuadée. Merci, mesdames et messieurs les grands serviteurs de l'État, pour votre accompagnement généreux. Le président de l'université est retenu lui aussi et il m'a promis qu'il passerait le plus tôt possible, mais nous l'attendons. Merci, Général Lecouf. Merci pour votre présence permanente à nos côtés. Oui, le lien armée-nation avec vous, ça a du sens. Merci beaucoup. Merci, Madame le recteur. Merci, monsieur le dignitaire. Merci, monsieur et madame les enseignants, pour votre participation au concours du centenaire. Merci. Ah, elle n'est pas là, madame Resman? Ah, madame Resman, oui, vous avez une place devant. Venez que je vous vois. Venez que je vous vois, madame Resman. Merci, madame la directrice générale des finances, chère Claude Resman. Nous comptons sur vous et sur votre retour définitif, quand votre retour définitif en Languedoc. Les derniers événements tragiques nous prouvent qu'il faut faire plus et différemment. Notre rôle envers la jeunesse doit évoluer. Nous ne pouvons plus fonctionner dans l'amateurisme bienveillant. Nous avons besoin d'une organisation réelle, dans laquelle nous pouvons, nous, associations, nous insérer, donner notre temps, transmettre notre expérience, notre savoir-faire, nos idéaux républicains. Je lance un appel à la communauté éducative, aux gendarmes, aux militaires, aux élus. Inventons une nouvelle forme de dialogue avec nos jeunes. Osons innover, osons. Je pense que l'organisation doit s'imposer aux associations. Les actions doivent être définies, planifiées, nos volontaires encadrés, formés, en réservistes citoyens peut-être, mais quoi qu'il en soit, pensons, agissons, sus aux pétitions de principe. Madame le recteur, vous avez des talents de l'éducation nationale libres disponibles à la SMLH. Il y en a autant chez nos amis de l'Ordre national du mérite. Mais ne partons pas dans tous les sens en ordre dispersé. Aidez-nous à investir plus profondément, plus durablement auprès des jeunes. Comme vous le dites si bien, il faut qu'ils s'approprient ces valeurs, mais je pense profondément qu'il faut un travail de fond, d'envergure, organisé avec méthode et détermination. Merci Madame la Présidente de la Conférence des grandes écoles, directrice générale de Supagro, pour votre accueil, pour les belles cérémonies commémoratives que vous organisez dans votre campus. Merci de nous avoir donné une si belle tribune pour valoriser l'engagement citoyen de vos élèves. Mais l'appel que je viens de lancer à vos collègues est identique pour vous. Je pense que la réponse doit être la même pour toutes les générations montantes, mais adaptée à chaque public.
Général Lecouf, vous qui touchez les jeunes dans un autre contexte, et si nous devions avoir une double appartenance de réservistes citoyens, éducation nationale et gendarmerie, pourquoi pas? Mais moi, personnellement, je n'ai pas fait de choix. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas comment m'investir dans ce domaine-là. Merci, monsieur le directeur du CFA de Sète, pour votre engagement auprès des apprentis, pour la tribune permanente que vous nous offrez, pour faire de ces jeunes non seulement de bons professionnels, mais aussi de bons citoyens. Je vais vous raconter, il y a 6 mois de ça, un an, nous avons inauguré un fronton républicain sur le CFA de Sète. Et donc, monsieur le directeur nous invite. Nous faisons une belle petite cérémonie patriotique avec tous les apprentis réunis. Ils regardaient tous ces vieux qui étaient là. Ils les regardaient d'un air bizarre. Et puis, nous avons entonné la Marseillaise, bien évidemment. Et je ne vous dis pas l'effarement de ces jeunes. Ils ne savaient plus comment se tenir. Ils baissaient les yeux, ils tournaient la tête. Ça n'était plus possible. C'était insupportable pour eux. Madame le recteur, quand vous dites qu'il faut qu'ils s'approprient les valeurs, voilà un exemple. Et Dieu sait si le CFA de Sète fait ce qu'il y a à faire. Le centenaire, tous les ans, il y a des actions. Nous sommes toujours présents. Ils connaissent notre drapeau. On va au-devant eux. Effarement quand on a chanté la Marseillaise devant eux. Certes, tous les ans, nous avons quelques apprentis que nous récompensons, une trentaine par an. Ils ont tout droit au décorum. Ils savent que nous les honorons. Ils nous savent... Mais les autres, ne laissons personne sur le bord du chemin. J'ai toujours dit dans ma collectivité, mes anciennes collègues qui sont cachés là-bas au fond, j'ai toujours dit, dans chaque collectivité et dans la société, il y a toujours une place pour chacun. Il suffit de la trouver. Il faut les aider à la trouver. Merci mes chers amis de la SMLH qui m'entouraient, qui œuvraient sans relâche à mes côtés. Merci président Gère. Vous avez été un grand mentor pour moi. Notre amitié n'a jamais connu de nuages. Votre affection est profonde et réciproque. Vos conseils ont été permanents. Daniel, n'en faites pas trop. Vous allez vous essouffler. Soyez prudente, Daniel. De grâce, soyez prudente. J'ai écouté le président Gère. J'en ai fait beaucoup. J'ai pris tous les risques. Merci, cher président de l'Ariège, qui est arrivé de sa montagne, je ne le vois plus, il est là, pour votre présence amicale. Ça, c'est la fraternité à l'état pur. Nous nous rencontrons tous les ans au congrès de la Société des membres de la Légion d'honneur, comme ça fait 20 ans qu'on se rencontre, une amitié née, et bien évidemment, on a toujours du plaisir à se revoir, et le jour où je l'ai invité, qu'il m'a dit « j'arrive », quel bonheur. Merci beaucoup. Merci les présidents de comité. Et je dois excuser monsieur Philippe Ventre, qui, voilà, ça c'est l'engagement citoyen, notre président du comité de Cœur d'Hérault. Je salue le maire de Clermont-Lérault, il est timide, le maire de Clermont-Lérault, il est resté au fond. Je salue le maire de Clermont-Lérault, le président du Cœur d'Hérault, Philippe Ventre, est élu. Il avait une réunion sur l'urbanisme, je ne sais plus trop quoi. Il me dit, je ne peux pas la déplacer. C'est pas grave, il y a son drapeau. Il y a son vice-président qui le représente. Ah ben voilà, j'avais perdu Pierre. Moi, quand je perds Pierre, je suis perdu. Merci le président d'Oms, que je ne sais plus où ils sont. J'ai plus mes repères là, hein. Vous le faites exprès. Merci, cher Pierre, vice-président honoraire, mais toujours directeur des prix. Qu'est-ce qu'il les aime, ces apprentis, Pierre. Sans toi, qu'est-ce qu'on ferait, Pierre? Henri Jurquet est excusé, il a un petit souci cardiaque, il est hospitalisé. Je lui ai envoyé des photos tout à l'heure de la salle, il faut que je lui envoie le discours. Bon, enfin bref, Henri va bien quand même. Merci, commissaire général Delteroux, il est Gérard. Ah, voyez le beau soldat, moi j'aime les beaux soldats. Merci Gérard pour ta présence. Dans le concours universitaire du centenaire. Il nous fait bien souffrir, général, ce concours. Vous savez, ce qui m'a le plus atterré, c'est pas l'argent qu'il faut trouver. Je sais que vous souffrez beaucoup au niveau national pour trouver les fonds. Ce qui m'a le plus atterré, il y a quelque temps de ça, à la fac de droit, je vois un collègue
d'histoire du droit. J'ai dit, mais enfin, Eric, tu n'es pas sympa, tu pourrais faire travailler tes étudiants sur le centenaire. On ne leur demande pas un travail différent, on leur demande quelque chose qui est un lien, une conséquence sur la guerre de 14. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, mais je le fais tous les ans, je leur demande. Ils me répondent, on n'est pas intéressé, on s'en fout. Et ce qui me fait peur, c'est que ces jeunes-là, ils sont en master, donc ils vont rentrer dans la vie professionnelle dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois. La mémoire, ils s'en foutent, ils ne sont pas intéressés. Et là, je pense que nous avons sacrifié une génération en ne leur donnant pas l'éducation civique qu'il fallait pour être aujourd'hui de bons citoyens. Ce matin, je suis arrivée, il y avait un conteneur à ordures. Le conteneur, je ne sais pas s'il était plein, s'il était vide. Il y avait des petites bouteilles partout. C'était Verdun. Des bouteilles partout, des papiers partout. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je vais voir le personnel. Je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, madame, il y avait un centre aéré. Ils ont pique-niqué. Voilà, je salue le président. Président Roger, vous avez une place devant. Ah non, 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 vous venez devant. Il y avait des papiers, des bouteilles partout, mais c'était un tapis. Il y en avait plus que ce tapis. Et vous savez ce qu'on m'a dit? Donc, ce sont des gamins du centre aéré. Ils sont venus, ils ont pique-niqué. C'est pas que les gamins aient jeté, c'est que leurs éducateurs ne leur aient pas appris qu'il fallait jeter dans la poubelle. Quelqu'un le ramassera, on le ramassera. Mais c'est pas possible. Ça n'est pas acceptable. Nous avons des générations sacrifiées à l'éducation civique. C'est inacceptable. Merci les membres du conseil d'administration. Vous avez tous répondu présent. Et ceux qui sont déjà en vacances m'ont envoyé de si beaux messages d'encouragement. Merci aux fidèles délégués, la plupart sont présents ici, qui œuvrent sans relâche auprès de nos aînés. Toutes les semaines, je reçois plusieurs courriers de remerciement de ces aînés qui ne se déplacent plus. Ils font tellement chaud au cœur, ces courriers. Et je suis heureuse de saluer un grand soldat d'Indochine qui, lui, il est aux femmes. Voilà. C'est le bonheur le plus absolu quand je vois ces grands soldats qui se déplacent. Merci beaucoup, femmes. Il y a mes grincheux qui trouvent que nous en faisons trop pour nos élus et pas assez pour nos aînés. Je m'inscris en faux. La solidarité doit être publique. Elle a valeur d'exemple. Elle a valeur d'encouragement. Elle est porteuse d'espoir. L'entraide doit être privée, empreinte de dignité pour ceux qui la reçoivent et pour ceux qui la prodiguent. Merci à vous tous, chers sociétaires, qui avez répondu à mon invitation. Vos encouragements, vos signes d'amitié me soutiennent, me portent au jour le jour. Je vous dois une partie de l'honneur qui m'est rendu ce soir. Merci mes amis, si nombreux ce soir. Toujours présents quand je me manifeste. Compréhensible lorsque je disparais. Ça m'arrive, je disparais. J'ai plus de téléphone, j'ai plus rien. Même mon mari ne sait pas souvent où je suis. Et le vice-président Jurquet m'appelle. Il me dit, mais où vous êtes? Ah, j'ai dit, mais pourquoi dois-je le dire? J'ai dit, mais mon mari ne le sait pas. Vous savez qui me dit? Il me dit, mais lui, il ne le sait pas, mais moi, j'ai le droit de le savoir. Et le pire, c'est que je le lui dis. Alors il me dit, bon, ça va, je suis rassurée. Merci mes amis, toujours attentionnés lorsque je suis en difficulté. Où sont les hommes qui me nourrissent? Il y a des hommes qui me nourrissent dans la salle, ils sont là-bas. Oui, quand je suis en difficulté, que j'ai plus rien dans le frigo, plus rien dans les placards. Tony, Carlos, qu'est-ce que vous avez à midi? Je vais venir chercher. Mais non, vous allez descendre, ça va vous faire prendre l'air. Non, non, Si, on me garde une table. Oh, merci mes chers amis. Merci Marc, mon gourou. C'est pas la peine de me téléphoner, vous le savez, beaucoup d'entre vous, c'est pas la peine de me téléphoner le matin, c'est inutile. Le matin, je suis avec mon gourou, je fais du pilates. Ça me redresse la colonne vertébrale, ça me redresse le cerveau, me dit-il, ça m'enlève ma bosse. Hier matin, il m'a dit, ça vous a nettoyé votre nuit d'insomnie. Merci Marc, votre amitié me va chaud au cœur tous les matins. Merci à vous tous mes amis, votre aide précieuse participe à la réussite de mes projets. Je vous suis redevable.
Madame la Présidente, très chère Paulette, mon respect est grand, mon admiration sans borne. Vous m'avez accordé spontanément votre confiance, mais il va falloir que j'en sois digne, et je suis parfois perplexe. Nous avons une culture si éloignée l'une de l'autre. À 30 ans, vous êtes déjà présidente d'un puissant groupe financier. Votre nom, à 30 ans, est déjà attaché à des lieux prestigieux de la France de toujours, celle qui fait rêver le monde entier. Champs-Élysées, Rive Gauche, rue de Sèvres, Porte-Maillot. Bon, je vais m'arrêter là, parce que si je commence avec la présidente, nous y sommes demain encore. À vous, la libre entreprise. Vous saurez fort habilement, en évoluant dans un milieu toujours masculin, vous me reprochez toujours, vous me dites, vous évoluez qu'au milieu des hommes. Mais quand je regarde votre CV, Madame la Présidente, c'est pareil. En évoluant dans un milieu toujours masculin, vous avez su promouvoir la cause féminine, tant pour vos engagements professionnels que syndicaux. Votre force de conviction est redoutable. Vous parviendrez avec une facilité déconcertante à vous hisser dans les grandes institutions internationales économiques, en créant le CEFEC, le Conseil européen Femmes, Entreprises et Commerce, et le prestigieux prix Madame Commerce de France. Vous donnerez une visibilité, une reconnaissance au monde féminin de l'économie. Avant vous, ça n'existait pas. Les femmes chefs d'entreprise européennes sont reconnues grâce à votre détermination. Mais votre détermination ne se borne pas au monde de l'entreprise et du commerce. Votre engagement parallèle à la faveur de la cause féminine est tout aussi réussi, tout aussi brillant. Je ne vais pas rappeler ce que vous avez dit. Conseil national des femmes françaises, première association féminine créée en 1901, et l'Union des femmes décorées de la Légion d'honneur, créée en 1938 et revécue grâce à votre pugnacité. La cause économique, la cause féminine vous sont débitrices à jamais. Avec vous, j'ai trouvé un nouveau souffle. Je me dois d'envisager l'avenir avec la plus grande humilité. Vous avez tant réussi de belles choses, vous mes aînés. Merci ma très chère Jackie, ma douce amie. Viens ici Jackie qu'on te voit. Viens ici. Allez, viens ici Jackie. Non? Non? Tu veux pas venir? Allez, viens moi. Si, si. Mais oui, elle est contente d'y aller. Mais oui, je le sais qu'elle est contente d'y aller. Mais oui. Mais c'est pas grave. Je t'enverrai chez Marc, il te redressera. Tu verras, il te mettra des caisses. Une impudente a ce jour osé m'écrire. Mais pourquoi donc avez-vous fait rentrer Madame Bock dans le conseil d'administration? Imaginez ma réponse. Première raison, pour être admise à l'Union des femmes, il faut être il faut être adhérente à la Société des membres de la Légion d'honneur. Donc il me paraissait normal que l'Union des femmes ait la voix au chapitre dans le département au niveau de la Société des membres de la Légion d'honneur. Et donc il était normal que la présidente régionale participe au droit du conseil d'administration départemental. Deuxième raison, il était judicieux que l'on bénéficie de la sagesse et de la connaissance du milieu économique et social de la très respectée montpelliéraine Madame Bock. Vous avez essayé d'aller dans la rue avec elle, pour faire 50 mètres, il vous faut 2 heures. 2 heures. Et puis elle me dit, mais tu ne le connais pas celui-là? Mais celle-là, mais si, mais c'est là-bas. Non, je ne connais pas, mais Madame Bock, elle connaît tout le monde. Il peut se targuer de mieux connaître Jackie Bock, ce réseau d'entrepreneurs et décideurs locaux. Les chambres professionnelles et les chambres syndicales, tant au niveau local que national. Troisième raison, qui était capable, mieux que Jackie Bock, pour trouver les ressources nécessaires au lustre, au rayonnement, à la réussite de nos projets. Les beaux cadeaux de l'entreprise pour nos activités, c'est elle. Les premières mises de fonds pour nos grands projets, c'est elle. Ville de Moggio, ville de Palavas, ils ne sont pas là. Ville de Moggio, M. Claverie est là. Oui, parce que je suis étonnée, parce que quand Mme Bock arrive à leur soutirer de l'argent, en plus, elle exige qu'ils soient présents. Donc, pas question qu'ils soient absents. Hein. La ville de Palavas, je suis sûre qu'ils vont arriver, parce que sinon, demain, le téléphone va chauffer. Hein. Jackie fait partie de ces personnes comme Pierre Pic ou Henri Giquet, à qui je peux passer un coup de fil à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Alors, Jackie, c'est au téléphone, j'ai envoyé un texto et je lui dis, surtout ne réponds pas au téléphone parce que Jacques dort. Pierre et Henri Giquet, c'est le contraire, c'est la tablette.
Henri Jurquet, 2 heures du matin. Eh bien, tu dors pas encore? Non, pas encore. Et Pierre, à 4 heures, t'as fini ta nuit, Pierre? Oui, j'ai fini ma nuit. Bon, alors, les apprentis, la chambre de commerce, bon, voilà, donc, le soleil ne se couche jamais sur la planète et SMLH. Georges Frêche traversait la rue pour simplement la saluer, et le plus souvent, pour recueillir son avis. Et nous allions nous priver d'une telle pépite? Faut-il être aveugle ou inconscient pour proférer de telles interrogations? Merci, ma Jackie. Merci. Voilà. Ma légionnaire. François, vous venez? Venez, François. Je sais. Michel, venez faire son procès verbal. Oui, on veut sa signature parce qu'après elle va se disperser auprès de ses invités et j'arriverai pas à lui faire signer le papier. Voilà. Merci, ma chère Françoise. Ma 3e fée de l'Union des femmes de l'honneur que vous m'avez fait, pour l'honneur que vous m'avez fait. Combien est attachante la jeune fille montpelliéraine qui, comme le petit soldat, au sortir de la libération, a décidé de s'offrir la liberté. Fait stratège, elle commence par une licence d'anglais à la faculté de lettres de Montpellier. La famille ne lâche pas une jeune fille de bonne famille aussi facilement hors les murs. N'est-ce pas, Françoise? Eh bien, ça n'est pas un problème. Françoise contourne l'obstacle. Elle va obtenir de faire les langues orientales. Vous savez pourquoi les langues orientales? Elle m'a raconté, elle m'a dit, j'aurais fait n'importe quoi pourvu que ce soit à Paris. Elle tombe sur les langues orientales. Ça ne se pratique qu'à Paris. C'était le russe à l'époque. Voilà. Elle était à la mode. Et à la fin de sa licence d'anglais, donc elle est déjà partie à Paris, la famille l'a bien fait chapeauter, ça va, c'est bon. La famille lui trouve un poste de répétitrice à Londres. Elle a fini ses études d'anglais, elle va aller à Londres. Mais alors que ses parents pensaient qu'elle bouclait ses bagages pour l'Angleterre, elle prend le train pour Vienne, via la Hongrie. Le russe était très demandé, bien de vous le dire, derrière le rideau de fer à cette époque. La famille a un peu toussé. Vous allez nous raconter le retour de Hongrie. Parce qu'elle s'en va en Hongrie, donc. Et qu'est-ce qu'elle ramène dans ses bagages? Un beau stagiaire de l'ENA. Horreur, il n'était pas languedocien. La famille a de nouveau toussé. Très fort. De votre parcours prestigieux, chère Françoise, dans les palais de la République à travers le monde, et de votre investissement toujours intact dans le rayonnement et le développement de la francophonie, c'est la partie de votre vie la moins publique, mais tellement chère à mon histoire personnelle que je retiendrai, chère Françoise. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez travaillé pendant 10 ans dans le Saint des Saints, la grande chancellerie de la Légion d'honneur, et à ce titre, vous allez participer à la création de l'Ordre national du mérite. Vous l'avez rappelé. Les allées et venues entre le palais de Salm et le palais de l'Élysée sont permanentes. Les articles du nouveau code sont écrits, un à un, commentés, disséqués, corrigés. Et François, elle n'avait pas d'ordinateur à l'époque, vous deviez ramer, hein? Non. Et ouais. Le code de la Légion d'honneur est dépoussiéré, purgé, nettoyé de toutes les incohérences additionnées au fil du temps. C'est l'œuvre de Françoise. Aujourd'hui, chère Françoise, vous me surprenez encore par votre connaissance intacte de ces codes. Vous me surprenez aussi par les belles poésies de Victor Hugo, déclamées dans votre jardin, en cueillant des asphodèles et en admirant vos buis centenaires taillés sur le cordeau. Oh là là, je me suis dit, là, elle récite Victor Hugo comme ça, je suis bien capable. Moi, je vais briller, hein. Là, vous m'avez bluffé, hein. La fine lettrée, la fine juriste que vous êtes. Un jour, il faut trouver une couleur à ce nouvel ordre et vous proposez le bleu, Président, le bleu de France. Oui, le bleu de France. Mesdames et messieurs, chers amis de l'Ordre national du mérite, la belle couleur que vous arborez, vous la devez à cette grande dame. Vous avez un pan d'histoire devant vous. Elle a tant à raconter. C'est un vrai bonheur, Françoise. On la fera venir un jour à notre rentrée solennelle.
Mes chers amis, pour moi, il y a un autre sens à ce parrainage, un sens plus profond, plus intime. En acceptant de m'accrocher cette rosette, Françoise, vous me permettez de tourner une page de mon histoire. Vous avez l'insigne honneur de côtoyer, par les fonctions de votre époux ou par vos propres fonctions, de servir l'homme